Il faut savoir que la situation sportive, en tout cas, et c'est très marqué dans l'activité tennis si on l'analyse, elle n'a rien de naturel finalement. C'est pas une situation qu'on rencontre au quotidien. Les points qui diffèrent, le premier, déjà, je suis dans une cage. Je suis dans une cage dont je ne sortirai qu'à la fin d'un match. Donc cette notion de cage, déjà, il faut pouvoir l'appréhender, elle n'est pas naturelle. Dans mon quotidien, c'est pas quelque chose que je rencontre réellement. La deuxième chose, c'est que sur un terrain de tennis, je suis tout seul. Okay, je ne peux pas être aidé. Naturellement, ce qu'on apprend, on est des êtres sociaux quand même, c'est que lorsqu'on a une difficulté, lorsque on peut se sentir, en difficulté ou limité, on peut demander de l'aide. Okay, par exemple, une activité comme le tennis nous l'interdit. Pire que ça, elle nous oppose en face de nous quelqu'un qui désire la même chose que nous. Donc il va tout faire pour prendre ce que vous voulez. Et ça, c'est encore quelque chose qui n'est pas naturel et qui n'est pas forcément inscrit dans nos fonctionnements mentaux de base. Et ça me paraît évident quand on met le doigt dessus. Il n'y a pas de collaboration possible. Je ne vais pas collaborer avec la personne qui est avec moi. Alors encore une fois, on est des êtres sociaux qui créent du lien. On nous apprend plutôt l'inverse dans la vie de tous les jours. Et ce n'est pas un jugement de valeur qu'on met là. C'est une réalité dans le monde sportif. En tout cas, dans le monde du tennis. Donc la dualité, extrêmement important. Tennis, autre paradoxe, quelque chose de complètement différent de la vie de tous les jours. C'est cette notion de jugement permanent et binaire. C'est-à-dire qu'à chaque point que je vais jouer, chaque acte physique sur lequel je vais m'exprimer est jugé par un 0 ou un 1. Et ce, à une fréquence élevée. Un point, 0 ou 1. Point d'après, 0 ou 1. Et j'ai beau avoir fait le plus beau point, le plus bel effort, le sport peut m'offrir un 0. Ne pas valoriser quelque chose que j'ai bien fait. Et inversement, je peux être récompensé alors que j'ai pas forcément bien joué le point qui vient de se passer. Il n'y a pas de... La notion de 0 ou 1 vient traduire un fait, très brutal, et qui ne peut pas être négociable. Ça aussi, ça fait quelque chose d'assez particulier et qu'on retrouve pas dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale normale. Une autre notion importante lorsqu'on parle du tennis, c'est de se rendre compte qu'on est dans une espèce de dualité, mais déjà qui ne passe pas par le verbe. Dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, on a tendance à, lorsqu'il y a dualité, on peut s'expliquer. Là, il n'y a pas d'explication à donner, il y a un affrontement à vivre. Il y a quelque chose qui va être corporel. Et tout jugement, et c'est encore plus vrai au tennis, c'est le cas aussi dans le golf, n'est que symbolique et indirect. C'est-à-dire que je ne vais pas être touché directement par mon adversaire, jamais. Ni par ses mots, ni par son action physique. Il ne va pas venir me percuter. Je vais être récompensé symboliquement d'un point, ou être non récompensé d'un point en fait. Tu vois, c'est très symbolique en fait. Ça attaque finalement que notre ego. Il n'y a pas de vraie douleur, même s'il y a le combat physique évidemment, une dimension physique entre en jeu, mais l'adversaire ne me touche pas directement, il me touche à travers une balle. On est dans un sport médié. Il me touche à travers un score, donc qui n'est quasiment que symbolique en fait, uniquement symbolique. Tant qu'on est dans le symbolisme, on peut aller plus loin. Le sport, de façon générale, et c'est normal, et c'est son rôle, c'est sa mission, va créer une mort et un triomphe aussi symbolique et réel. En gros, lorsque je gagne quoi ? Je gagne le droit de poursuivre, souvent. Lorsque je perds quoi ? Je perds le droit de poursuivre. Ça, on va dire, c'est réel, c'est physique. Mais réellement, dans l'activité, je ne vais pas gagner quelque chose. La victoire, elle n'est pas matérielle. Elle est symbolisée par un score. J'ai gagné sur un adversaire. Et donc là, déjà, elle peut entraîner des problématiques qu'il faut anticiper. C'est tout ce qui est notion de circuit de la récompense, où finalement, je vais m'attacher plus aux résultats duquel découlent des récompenses qui viendront après le match, plutôt que de me focaliser sur la performance en elle-même, sur ce que j'ai fait en étant auto-centré. Autre chose différente à nos habitudes quotidiennes, c'est la notion de continuité de l'action, qui n'est pas naturelle. Au tennis, on va avoir une explosivité, une phase explosive qui va durer quelques secondes, qui est extrêmement corporelle, extrêmement intense, finalement sensorielle et corporelle, qui peut durer une seconde, même pas. Un ace au service à 10-15 secondes, par exemple, d'échange maximum. Et tout de suite après, donc cette phase explosive dans laquelle je peux être à fond, paf, ça s'arrête. Et j'ai une phase de calme.
puis je vais retourner à une phase d'activation, puis une phase de calme. Ok, on a une forte intermittence. Cette intermittence, au plan mental, elle n'est pas si simple que ça à gérer. Encore une fois, dans la vie de tous les jours, si je prends le cas du travail, je ne vais pas vous mettre sur de la comptabilité sur un tableau Excel. Pendant 20 secondes, remplis le plus de cases possible, puis paf, hop, tout de suite, viens prendre un coup de fil. Où il faut être calme avec un client, puis paf, tout de suite, encore, allez, 20 secondes à fond sur Excel, puis quand on fait ça, on le voit, on a du mal à être performant d'ailleurs, et ça nous épuise. Ça crée de la charge mentale. L'activité tennis se met dans ce mode-là. Donc il y a quelque chose de particulier dans la rythmicité et l'utilisation de notre cerveau. D'autres paradoxes, d'autres choses dont on n'a pas l'habitude, c'est cette dissociation segmentaire qui n'est pas naturelle non plus du tout, qui tend à faire de l'athlète, du tennisman, quelqu'un qui va par exemple très très vite sur les jambes, très puissant, très ancré, où ça demande une puissance, déplacement de son propre corps, du poids de son propre corps le plus vite possible sur un temps très court, avec un haut du corps qui lui doit être assez relâché, qui doit réaliser finalement une action certes explosive, mais très fine, très précise. Le centrage de la balle, la frappe de la balle demande une grande précision, une grande finesse et finalement du relâchement. Si on a un haut du corps qui est tout contracté comme ça, c'est très difficile de jouer au tennis. Alors que si on est dans quelque chose de très relâché, on va finalement gagner du temps, gagner de la vitesse, gagner de la fluidité puisqu'on est dans une synchronisation. Donc un bas du corps qui va très vite, qui est très stable, un haut du corps qui devient très souple et un mental qui doit prendre un maximum d'informations, traiter un maximum d'informations très très vite, tout en restant très très calme. Vous voyez, ça c'est complètement presque antinomique. Ça s'apprend en fait et ça n'est pas naturel. Donc péter un plomb sur un terrain de tennis, c'est manifester des difficultés par rapport à ces choses-là. Et c'est normal en fait finalement. Il y a un long apprentissage de cette maîtrise-là et que des fois on oublie, on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile. Ouais, il nous reste à mes yeux 3 points extrêmement importants sur lesquels on peut zoomer, dont on peut parler pour le tennis. Le tennis ou le sport là cette fois-ci de façon plus large est violent parce qu'il n'y aura un seul invaincu par compétition. Finalement, si on prenait un tournoi de 100 joueurs, sur les 100, il y a 99 personnes qui s'arrêtent sur une défaite. Et il y a une personne qui va s'arrêter finalement sans aucune défaite. Plus qu'en n'ayant que des victoires, c'est vraiment il n'aura aucune défaite. Et il n'y en a qu'un. Donc c'est très violent finalement, ça laisse très peu de place et c'est extrêmement sélectif. Et ça pareil, on n'y est pas du tout habitué. C'est quelque chose qui peut être vécu de manière violente, encore plus pour un enfant. Donc il faut l'accompagner aussi à appréhender ces choses-là. Il faut accompagner aussi les parents et les familles à appréhender ces notions-là. Si on va un peu plus loin d'ailleurs cette notion de victoire et défaite, on se rend compte que dans une carrière d'un joueur de tennis professionnel, à des moments précis, à des instants T, il y a souvent plus de défaites que de victoires sur une saison. Et ça ne les empêche pas d'être très bons. Je prenais ça il y a quelques temps, le cas on va prendre Hugo Humbert qui était 35e à l'ATP, il avait 19 victoires, 19 défaites. Pourtant, il est 35e mondial. Donc, il fait partie de l'élite, de l'élite, de l'élite, de ce qui peut faire rêver un enfant. Et il doit autant gérer la défaite que la victoire. Il est à l'équilibre à peu près. Donc, c'est quand même des sports et des cultures dans lesquelles la défaite va prendre de la place. Et il va falloir apprendre à s'éduquer par rapport à cette défaite, à l'utiliser, à optimiser cette défaite finalement, et à la comprendre. Ça, c'est un grand travail dans la préparation mentale, je dirais de quasiment la plupart des sports finalement. Dans la plupart des sports. Et enfin, peut-être le dernier sujet important qui me paraît fort au plan mental, c'est que plus je vais avancer dans mon projet sportif, plus je vais progresser finalement, plus je vais être exposé et plus de gens autour de moi vont s'approprier mon projet. Vont se permettre de juger, vont me regarder en tout cas, vont me mettre en lumière et en étant dans cette lumière-là, je vais être un sujet pour les autres. Et il va falloir appréhender ça. Et plus j'avance, moins il y a de gens capables de me comprendre finalement. Et c'est assez logique, c'est comme une sorte de pyramide, puisque le sport est pyramidal. Il s'agit d'être le meilleur parmi un volume de personnes pratiquant une activité. Donc ça c'est intéressant et c'est important de prendre le temps de se rendre compte. Donc voilà, d'autres points difficiles, on pourrait en citer. Là, je crois que j'en ai donné à peu près 11 thématiques principales. C'est surtout pour se rendre compte que lorsque l'on juge un athlète, lorsque l'on juge un enfant sur son comportement, sur les émotions notamment qui le traversent, et qu'on peut très vite le connoter de fragile mentalement, difficulté, faible, ces choses-là, il faut d'abord mesurer le poids des activités qu'on leur fait faire.
Et je vois beaucoup d'enfants être mis face à des difficultés mentales dont leurs parents n'ont aucune conscience finalement, et leur quotidien en tout cas n'est pas de cette, je dirais, de cette violence-là. Et paradoxalement, c'est pour ça que le sport est beau. Parce qu'il nous confronte à des choses qui quotidiennement, dans une société, on va dire, classique, peuvent être évitées, peuvent être cachées, peuvent être détournées. Il y a d'autres chemins en fait possibles. Le sport est très brut, très violent, très cadré finalement, et révèle ces choses-là de façon assez forte et marquée.